Toi, Stéphane Courtois, vous êtes... merci. Vous êtes historien. Un petit peu dissipé, ouais. On va demander des carnets de liaison. Vous êtes historien, spécialiste du communisme, pionnier de la recherche scientifique du terme sur cette question, sur ce sujet, puisque vous avez mené des recherches sur l'histoire du communisme dès que ça a été possible à Moscou, au sein même des archives soviétiques, ce qui en soi était un périple, avec un certain nombre de rebondissements et d'attentions bien particulières qui étaient prêtées à vos recherches. Et vous avez coordonné la publication du livre noir du communisme en 1997. Vous êtes ici pour parler d'un ouvrage collectif, passionnant, de la cruauté en politique, de l'Antiquité au Khmer Rouge, aux éditions Perrin. Il s'agit des actes du colloque, sans doute reformulé, réécrit parce que l'écriture est très très lisible, très, très agréable. Un colloque qui s'est tenu à l'Institut catholique de Vendée, à La Roche-sur-Yon, les 12 et 13 mars 2019, organisé par le centre de recherche de l'ICES et le département de l'histoire de cet Institut catholique de Vendée, sous votre direction. Alors, parlons de cette longue introduction que vous nous offrez dans ce livre, puisque, évidemment, vous délimitez le sujet, vaste sujet que la cruauté en politique. On peut se demander si la cruauté ne serait pas consubstantielle à la politique, voire même à l'homme. Forcément, il a fallu poser un cadre, une définition. Qu'est-ce que la cruauté en politique? Et pourquoi de l'Antiquité au Khmer Rouge vous concentrez sur une zone géographique précise, en l'occurrence de l'Atlantique à l'Oural? Vous auriez pu parler de la violence, de la cruauté des Incas, des Aztèques ou d'autres régions du monde. Pourquoi ce secteur-là? Bien, d'abord, merci beaucoup à tous d'être ici, venir écouter des propos sur un sujet qui n'est pas très amusant, la cruauté en politique, mais c'est un thème qui me tenait à cœur depuis déjà pas mal de temps. Alors vous avez compris qu'il y a eu beaucoup de temps entre le colloque et puis la publication, tout simplement parce que le Covid est venu percuter les éditeurs, hein, et que certains éditeurs qui ont été obligés d'arrêter toutes leurs activités pendant des mois, puisqu'il n'y avait plus de librairie non plus, ont perdu beaucoup de temps. Et donc il fallait, les éditeurs, ils ont des programmations très serrées. Hein, et, alors certains ont décidé de rattraper à toute vitesse, ce qui est en gros une bêtise, parce qu'ils ont envoyé chez les libraires des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartons que les libraires ne pourraient même plus les renvoyer directement. Et puis bon, mon éditeur Perrin lui a adopté une autre stratégie qui a été de rattraper progressivement. Mais chaque fois que je disais à son directeur général, bon alors c'est pour quand? Il me disait, non mais Stéphane, la cruauté c'est un thème éternel, donc il n'y a pas de problème d'actualité. Oh, ce sera toujours d'actualité. Le pire c'est que c'était vrai puisque ce livre est sorti à peu près 2 ou 3 semaines après le 7 octobre, le 7 de l'année dernière, hein, avec les événements qu'on connaît. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce sujet? D'abord parce que je patauge, il faut bien dire, dans le sang. Ça va vous surprendre, je ne suis pas boucher, hein, je suis historien. Je patauge dans le sang depuis une 50aine d'années, puisque j'ai mené depuis une 50aine d'années des travaux, aussi bien sur le communisme que sur le nazisme, que sur d'autres types de dictatures, et que donc j'ai lu des centaines de récits d'atrocités, etc. Et j'ai toujours été surpris de voir à quel point mes chers collègues universitaires sont frileux sur ces questions. Ils ne parlent jamais de cruauté. On va vous parler de violence extrême, d'exaction, de ceci, de cela. Mais le sujet, le thème, ce dont on parle, c'est la cruauté, au sens latin du terme, hein, puisque l'étymologie est claire, crudelitas en latin, qui signifie tout simplement la chair sanguinolente. Voilà, la chair sanglante. On ne peut pas faire mieux, hein, on n'est pas dans l'euphémisme, on n'est pas dans la métaphore, on est dans la réalité. Hein. Donc c'est de ce point de vue-là que je suis parti, et donc effectivement tous les chapitres qui sont là vont parler de cette crudelitas,
Hein. Alors bien sûr, je me suis amusé dans l'introduction, j'avais retrouvé dans le Figaro, à un moment de remaniement ministériel, une phrase sur la cruauté des remaniements ministériels. Vous imaginez ce pays. Alors vous avez effectivement le ministre qui craint de perdre son ministère, et puis vous avez l'autre qui espère qu'il va pousser le précédent et prendre sa place, mais ne sait pas encore s'il sera pris. Quelle cruauté abominable. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Si on utilise le mot cruauté, il faut que ça corresponde vraiment à une réalité historique précise sur le thème crudelitas, c'est-à-dire vraiment, comme disaient les Apaches, enfin les Apaches des grands boulevards parisiens de la fin du 19e siècle, faut que ça saigne. Bon, faut que ça saigne. Et... avec une inclination à faire souffrir. Alors, et à voir souffrir. Soyons maintenant plus précis. La cruauté, ça n'est pas seulement la violence, ça n'est pas seulement la violence extrême. Il y a dans la cruauté une dimension supplémentaire et originale, spécifique, qui est le plaisir. Le plaisir de faire souffrir. Ça, c'est encore autre chose, il faut y penser. Hein. Le plaisir de faire souffrir est un élément essentiel dans le phénomène de la cruauté et dans sa relation avec la politique. Alors, qu'est-ce que c'est que la politique? Ben, c'est tout simplement la question du pouvoir. Hein. Donc, voilà, les termes commencent le puzzle commence à se constituer. Violence, violence extrême, plaisir de cette violence extrême en relation avec la question du pouvoir et évidemment avec, si possible, un pouvoir absolu. Parce que pour se permettre d'appliquer une cruauté extrême à ses concitoyens, entre guillemets, il faut aussi pouvoir bénéficier d'un pouvoir absolu, sinon on risque d'avoir des problèmes. Donc voilà, c'était un petit peu cette problématique-là qui était au départ. Et puis, quand j'ai lancé l'idée du... alors vous l'avez compris, tout ça se passe dans une petite université catholique où j'enseigne depuis une vingtaine d'années, même si je ne suis pas du tout catholique, mais où au moins j'ai ma totale liberté de pensée et d'expression, ce qui n'est pas le cas partout. Là, c'est le moins qu'on peut se dire. Et donc, quand j'ai lancé l'idée, bon, du côté de la direction, et que j'ai dit de toute manière, il faudra un chapitre sur l'Inquisition. Bon. Et puis finalement, c'est passé. Et puis à partir du moment où le projet a été lancé, ben, j'ai été très surpris de voir que beaucoup de collègues étaient enthousiastes. C'est-à-dire que justement, qu'ils travaillent sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, sur la période napoléonienne ou la période contemporaine, ben de toute évidence, il y avait un blocage pour parler de cette cruauté. Bon, là, on allait mettre les pieds dans le plat. Alors, on les a mis. Donc voilà, ça a donné ce livre. Alors, pourquoi de l'Antiquité à nos jours? Mais tout simplement parce que, bon, cette cruauté, elle est, vous l'avez dit, hein, elle est presque congénitale. Alors, si on commence déjà avec Caïn et Abel, déjà, bon, ça y est, on y est. Hein, on y est. Bon, Caïn a bien assassiné Abel, hein, un bon coup de mâchoire d'âne ou d'autre chose, on ne sait pas, mais enfin, bon, voilà, c'est le premier meurtre. Et à partir de... Et alors, les raisons de ce meurtre, hein, qui sont aussi intéressantes, une espèce de jalousie face à Dieu, Caïn n'est pas satisfait de la manière dont Dieu l'a traité, etc. Voilà. Donc, déjà, un peu une question de pouvoir, hein, par rapport à un pouvoir supérieur. Donc voilà, et à partir de là, bon, je l'ai fait. Alors, vous l'avez dit, il a fallu limiter le sujet, parce que, bon, on allait partir sur 10 000 pages, bon, c'est pas possible, aucun éditeur ne veut ça. Donc vous avez toute l'Amérique du Nord, avec les Indiens, le Far West, etc. Vous avez toute l'Amérique du Sud, vous l'avez dit, les Incas, les Aztèques et beaucoup d'autres aspects, l'occupation espagnole, etc. Vous avez toute l'Afrique, hein, il s'est passé aussi beaucoup de choses, Afrique du Nord, Afrique équatoriale, etc. Tout le Moyen-Orient, bien entendu, hein, Turquie, et puis toute l'Asie, la Chine. Les bourreaux chinois étaient très réputés. Bon. Donc voilà, c'est un phénomène absolument mondial qui dure, qui court depuis, allez, remontons tranquillement, au moins à 4 ou 5 000 ans. Hein, la guerre de Troie, déjà, dans Homère et dans la guerre de Troie, il y a déjà des actes de cruauté intéressants, je dirais. Hein, Achille tue Hector,
lui attrape les tendons d'Achille pour le traîner, c'est pour ça qu'on l'appelle d'Achille, pour le traîner derrière son char comme un vulgaire sanglier. Bon, on voit très bien le plaisir de faire souffrir, alors pas le mort il est mort, il ne souffre plus, mais de faire souffrir toute la population de Troie qui voit son héros traité comme un chien, pire qu'un chien, etc., comme un gibier. Voilà, donc, et puis finalement, bon, il y a quand même cet épisode où le père va venir récupérer le corps de son fils et où Achille va accepter de le rendre. Donc, vous voyez, alors il y a aussi toute la question, évidemment, il y avait un sous-titre au colloque, il a été supprimé dans le livre parce que, bon, vous connaissez les éditeurs, le sous-titre c'était « Pas de pitié, pas de pardon ». Parce que ça, c'est aussi un autre aspect de cette question de la cruauté. Pas de pitié, pas de pardon. Donc, en politique, qui pardonne, qui ne pardonne pas, qui fait pitié, qui ne fait pas pitié. Bon, voilà des questions vraiment très importantes, et j'y reviendrai éventuellement, hein, mais avec évidemment un certain... Alors, là, je vous ai rapidement brossé le tableau. Dès qu'on rentre dans le fond du problème, là, on voit très bien qu'il y a des circonstances de violence qui facilitent ou qui accélèrent la cruauté. Vous avez des guerres. Bon, prenons un exemple très simple, la guerre de 14, qui a fait des millions de morts. Bon, des soldats se sont entretués pendant 4 ans, presque à bout portant, et puis ensuite, à coup d'artillerie lourde de longue portée, sans même se voir. Hein. On se tuait à 10 km sans se voir. Bon. Là, comme ça se fait d'ailleurs en ce moment en Ukraine. Bon, il y a des artilleries de longue portée. Hein. Bon, mais simplement, dans une guerre comme la guerre de 14, il y a des lois de la guerre. On n'assassine pas les prisonniers. Sauf exception, on trouvera toujours des exceptions, mais on n'assassine pas les prisonniers. On respecte un certain nombre de règles fondamentales. À l'inverse, dans une guerre civile, vous n'avez pas du tout ces règles, vous n'avez pas du tout ces lois de la guerre, entre guillemets. Au contraire, dans une guerre civile, on extermine l'ennemi. Alors là, bon, c'est quelque chose d'assez clair, et vous avez, y compris au XXe siècle, des gens qui ont théorisé cette extermination de l'ennemi à travers la guerre civile. Hein, évidemment, c'est une de mes spécialités, c'est le communisme, mais bon, il est clair que si on prend la guerre civile russe de 1918-1922 à peu près, ça a été vraiment une guerre d'extermination sociale, par exemple. Bon, vous parlez d'une terreur de masse revendiquée. Voilà, alors, vous évoquez un mot qui n'a pas encore été prononcé, mais qui est le mot terreur. Alors ça, c'est très important aussi. Hein, la terreur, la violence, bon, la violence, on en a dans toutes nos sociétés. Bon, des pouvoirs peuvent pratiquer la violence. J'ai quelques souvenirs qu'en mai 68 et après, vous me direz, vu mes opinions politiques, ça n'était pas surprenant, mais j'avais en face de moi des policiers qui n'étaient pas contents, qui avaient des gros bâtons et qui nous tapaient dessus. Bon, et ils n'avaient pas forcément tort. Hein. Ils représentent. Non, mais vous savez, ils n'avaient pas forcément tort. Est-ce qu'ils faisaient preuve de cruauté pour autant? Alors, justement, moi, je n'ai pas eu d'exemple de cruauté. J'ai même été arrêté une fois par la police, etc. Je n'ai pas d'exemple de cruauté. Tout simplement parce que derrière les policiers, il y avait des juges. Il y avait une justice. Ils vous arrêtent, ils vous envoient chez le juge. Et le juge, il vous écoute, il vous dit qu'est-ce que vous faites chez moi, je vous renvoie chez vous. Bon. Donc voilà. Oui, si. Non, mais il faut quand même. Il ne faut pas mythifier sur les. Vous savez, on a l'impression que. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, à l'extrême gauche dont j'étais, publiait je sais pas, les temps modernes, par exemple, de 1972, nouveau fascisme, la France, nouveau fascisme, nouvelle fascisation. Bon, quand on regarde ça aujourd'hui, la France de Pompidou, fasciste, ça fait un peu sourire, franchement. Bon, on était un petit peu décalé, comme on dit. Hein. Mais bon, donc voilà, il faut bien voir ça. Dans d'autres pays, la police ne se comporte pas du tout comme ça. Et en particulier dans la guerre civile russe, on a vu
émerger une institution qu'en gros on ne connaissait pas, qui était la Tchéka, la fameuse Tchéka, qui a été créée presque tout de suite par Lénine, hein, puisqu'ils prennent, les bolcheviks prennent le pouvoir le 16 novembre 1917, dès le 20 décembre, et créent cette Tchéka, commission extraordinaire. Et souvent, les historiens disent ah ben, la Tchéka, c'était la police politique. Alors moi, je dis non. Vous direz, j'ai la mauvaise habitude de toujours dire non, mais quand même, il y a des moments où il faut dire non. Non, pourquoi? Mais parce que tout simplement, la police politique, la Troisième République en a eu, ça s'appelait les renseignements généraux, la quatrième aussi, les renseignements généraux, la cinquième aussi, les renseignements généraux. C'est une police qui informait le pouvoir sur des mouvements politiques, qui faisait des enquêtes, des filatures, etc., des arrestations. Mais à ce moment-là, ça partait chez le juge. Bon. La Tchéka, c'est pas ça du tout. La Tchéka, c'est l'organe de la terreur. C'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, c'est un organe omnipotent qui agit en toute impunité. Il n'y a pas de juge. Hein. Si la Tchéka vous arrête, si elle vous colle une balle dans la tête, c'est votre problème. Mais voilà. Donc là, la terreur, c'est tout à fait autre chose. La terreur est un instrument politique extraordinairement puissant. C'est pour ça qu'on revient sur la question de la politique. La terreur est un instrument politique extraordinairement puissant qui va bien au-delà de la peur. La violence peut vous faire peur. Bon, bah, effectivement, si on avait une charge de CRS, on avait un peu peur et hop, on essayait de trouver une rue pour dégager. Hein. La terreur, c'est tout à fait autre chose. La terreur, c'est un processus qui vous tétanise, hein, qui vous paralyse. Hein, parce que le degré de violence est tout à fait extrême et va jusqu'à la cruauté, justement. Hein, donc on est dans un autre dispositif. Et il faut bien dire que les bolcheviks ont inventé cette terreur de masse qui a été pratiquée pendant toute la guerre civile et qui a été extraordinairement violente, qui a été ensuite mise délibérément par Lénine en 1922 dans le nouveau code pénal soviétique, hein, bolchevique à l'époque, l'URSS n'était pas encore les bolcheviks, et puis qui ensuite a été littéralement généralisé, systématisé par Staline. Parce que sous Staline, on a eu des phases de terreur de masse gigantesques, hein, avec des modalités fort diverses. Hein. Il y a eu cette fameuse grande famine contre la paysannerie ukrainienne en 1932-33, qui a fait entre 4 et 5 millions de morts de faim, de paysans morts de faim, hommes, femmes, enfants, en à peu près 10 mois, hein, du mois d'octobre 32 au mois de juin 33, avec tout ce qui accompagne les familles, hein, en particulier le cannibalisme massif, hein, puisque comme les gens n'ont rien à manger, ils se mangent entre eux. Bon, évidemment, c'est pas les plus faibles qui mangent les plus forts, c'est les plus forts qui mangent les plus faibles. Donc ne laissez pas sortir vos enfants par temps de famille. Hein, parce que oui, d'ailleurs, les enfants sont plus tendres quand même qu'un vieil historien comme moi. Voilà. Il faudra faire un courbouillon beaucoup plus long. Non, soyons sérieux une minute. Hein, la famine, mais surtout la grande terreur. Juillet 37, octobre 38, plus de 700 000 personnes assassinées d'une balle dans la tête. Bon, arrêtez. On passe devant un pseudo-tribunal qui est composé en fait de membres de la Tchéka. À cette époque, ça fait le KVD. Et puis c'est terminé. Vous sortez et là, boum. Et par exemple, dans un chapitre que j'ai publié là, dont je suis d'ailleurs très, très fier, puisqu'il est fait par un historien russe qui appartient à l'association Mémorial, donc cette association qui a été interdite par M. Poutine, eh bien, il a fait une histoire des bourreaux de la Loubianka. La Loubianka, c'est ce bâtiment en plein centre de Moscou qui était le siège de la Tchéka, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui le siège du FSB. Et bien, il y a en particulier le bourreau en chef, un homme dont on n'avait jamais entendu parler, mais les archives, ça y est, sortant, ça y est, on s'en parlait, un certain Vassili Blokin, qui a fait une brillante carrière de bourreau pendant une trentaine d'années, et dont
cet historien, Nikita Petrov, estime qu'il a assassiné de sa main environ 15 000 personnes. Donc vous voyez, il faut un peu d'imagination pour imaginer qu'est-ce que c'est qu'un monsieur qui, parce qu'il travaille que la nuit, qui toute la nuit, toutes les 5 minutes, on lui amène un type, pof, il lui prend une balle dans la tête, il dégage le corps, au suivant, pof, et en plus, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire quand il a passé ses 50 ans, il se plaint, parce que travailler comme ça, debout toute la nuit, vraiment, les jambes lui font mal. Et la notion de plaisir dans tout ça. Alors, la notion